sala para exposiciones temporales es una sala abierta completamente que tiene una forma muy peculiar porque el arquitecto la ha trabajado entre las casas que ya existían en Ceret. Es como si la arquitectura fuera como un pequeño río que hubiera pasado entre las casas, como una inundación entre ellas. Es muy interesante. Y las obras están totalmente abiertas entre ellas como un paisaje, que hay una conversación entre ellas, que ya os contaré arriba, que yo creo que también funciona muy bien. Cuando decidimos hacer la exposición con Nathalie, siempre es difícil hacer una segunda exposición. La primera dejó muy buen gusto en Ceret, el museo quedó como contento y me pidieron inaugurar un nuevo espacio para exposiciones temporales con una obra. Y esto siempre es difícil. Entonces yo lo que busqué fue hacer una exposición complementaria de la primera, suponiendo que todo el mundo había visto la primera o que conocía mi obra más de textos, de palabras, de alfabetos. En este caso, lo que decidimos con Nathalie fue una obra basada en los retratos, en estos retratos que desde el 2005 estoy trabajando después del proyecto en Chicago de Crown Fountain, donde filmé la cara de 1000 habitantes de la ciudad. Y esto me pareció un territorio extraordinario para hablar del ser humano, como hablaba de los alfabetos, como un retrato de las culturas diversas, de esta globalidad maravillosa que tiene el mundo en su lado positivo. Son rostros, el título es Cada rostro es un lugar. Esto es un pequeño fragmento de un poema más largo. Creo que Nathalie en el catálogo ha publicado algunos de estos poemas, que a veces, como sabéis, la poesía puede explicar cositas que a veces la escultura no llega o que le falta esta precisión. Y este poema, de alguna forma, define la escultura como el gran lugar donde nos podemos encontrar. En el mundo simbolista, el retrato, el rostro, era como la parte de nuestro cuerpo que es muy difícil que nos podamos ver nosotros mismos. Entonces, ellos consideran que el rostro es el gran regalo que hacemos a los otros. Yo creo que es muy bello como historia, porque también se habla que el rostro es la gran fotografía, el gran retrato del alma. Y sería como una puerta que abrimos a los demás. Además, siempre he pensado que el rostro lleno de tics, de signos, movemos la boca, la nariz, los ojos, muchas veces todo esto, creamos como un alfabeto de signos con el que podemos entendernos con los demás sin utilizar las palabras, las miradas, esta forma de posicionar los labios, la forma en que mueves la nariz, las orejas. Yo creo que es un alfabeto extraordinario de una riqueza enorme. Me pareció muy bonito empezar el recorrido por el museo con otra de mis obsesiones, que es invitar a la gente al silencio. A este silencio, no para no hablar, sino todo lo contrario, para poder entender y escuchar mejor nuestros pensamientos, la vibración de nuestro cuerpo y de nuestras ideas. Es una manera.
En este espacio, al introducir dibujos, he tenido que iluminar paredes. Entonces he decidido que va a ser una exposición como un paseo tranquilo a las 5 de la tarde, que no sabes si es de día o de noche, ¿sabes? Hay una cosa. Y entonces yo creo que esta exposición es una exposición tranquila. Por eso me ha gustado, porque no hay cero teatralidad también. Y eso también creo que es una manera interesante de aproximarte a las obras. Y Antonio López, que es más listo que el hambre, decía, es que la pintura siempre está encerrada, la escultura tiene esta virtud de estar en el aire libre, la ve todo el mundo. Yo pensaba, jo, porque también sufre en la intemperie, vive como un homeless que vive sin casa, ¿no? Es terrible. Entonces, cuando hay esculturas en el interior, soy el hombre más feliz del mundo. Por tanto, solo hablaré de virtudes, como ahora en el interior. Lo que sí que hay en un interior es que es más secreto, por supuesto, lo has de encontrar. Yo desde ya, al inicio de mi carrera, no sé por qué, me invitaron a Japón a hacer una pieza. Y la pieza que hice era de esta medida, muy pequeña, pero es que era la escala que necesitaba aquel lugar. Ojalá la hubiera podido hacer no sé qué o no. Yo siempre he sido muy cuidadoso con la escala. Esta pieza que he hecho en New Jersey, que se inauguró en octubre, tiene 22 metros, pero es que allí un taxi ya casi los tiene también. No sé, es que no es un problema, has de estar en consonancia con un lugar. Entonces, es verdad que he tenido también la fortuna de ser invitado a lugares maravillosos, que ya son icónicos y que con tu obra mejoran. Por ejemplo, fue una pieza que a mí me encantó, esta que hice en Río de Janeiro hace años, en el agua. Pasé meses para que me dieran permiso, pero cuando lo logré, estaba delante del pan de azúcar y del corcovado. ¿Por qué esta obsesión? Porque lo que me parece desagradable es que te inviten a hacer esculturas donde nadie va. Es decir, es una gran solución de los políticos mandarte a la esquina más lejana del centro del poder. Es decir, yo creo que el arte es transformador y la belleza es revolucionaria, pero has de intervenir en la postal de la ciudad, si no, no sirve de nada. Entonces, para mí, ya en Auch, en Francia, que logré hacer algo también en el centro, pero la lección de Brasil fue muy importante. ¿Por qué? Porque me acuerdo unas semanas, estuve 6 meses allí, era una exposición. Éramos varios artistas y cada uno escogía un lugar. Un banco de la ciudad hizo una publicidad en la prensa que a mí me impresionó mucho. Había una foto de mi obra allí con el pan de azúcar y ponía, ya sabíamos que Río de Janeiro era maravillosa, ahora es inolvidable. Y me pareció muy inteligente porque de verdad entendió que el arte tiene esta posible capacidad de hacer que las cosas se miren de otra manera, o de nuevo, simplemente que se vuelvan a mirar. Y yo creo que mi pasión por el arte en el espacio público viene de aquí, viene de que creo que el político tendría que confiar más en el artista, porque el artista lo que quiere no es triunfar con su obra, sino triunfar con el entorno, triunfar con que lo abrace la comunidad. Y esto ha pasado en Madrid, y esto me hace una satisfacción enorme con Julia. Vale, Julia fue una decisión de la Fundación María Cristina Massadeu Peterson con el ayuntamiento de arreglar el pedestal donde había estado la estatua de Colón superando. Ellos lo que querían era un poco como lo que se hace en Londres con aquel pedestal en Trafalgar Square, pues invitar cada año a un artista. ¿Vale? Y ellos dijeron, nos gustaría que fuera Plencia el primero. Vale, fue un placer, me pareció un regalo envenenado, la Plaza Colón, bueno, pero pum, le pillé el punto, que esto pasa a veces. Y la pieza tiene la medida exacta, la dirección exacta, la persona exacta, porque tiene un retrato que tiene una aura, una fuerza interior extraordinaria. Y de pronto se convirtió en un icono de la ciudad. Y la gente de cualquier ideología la considera suya. Y tú no sabes la cantidad de gente que me llama, oye, señor Plencia, no se la lleve, digo, si no es mía. Entonces, pues convenza. Y entonces, pues ya este es el 4.º año, no sé lo que dura. Porque también a mí me da una satisfacción extraordinaria que la gente lo quiera. Esto pasó en el Palau de la Música, pasó en Antibes también, con la escultura Nomad que está allí en Antibes, en el baluarte. Y esto yo creo que es muy importante.
la pieza de Río de Janeiro se expuso, la querían destruir porque ya había acabado la exposición y dijo, bueno, y la galerista de Nueva York se la llevó a Chicago. Allí estuvo 2 años y después la compró el protector del Museo de Miami, Jorge Pérez. Y ahora está delante del agua de nuevo. No sé, yo creo que la escultura tiene esta capacidad extraordinaria de generar un lugar de encuentro, de generar cosas, ¿no? Que pasen cosas. Y en el espacio público yo lo encuentro muy democrático en este sentido. No esperas que vengan, tú sacas la obra a la calle. Yo creo que es una forma de introducir belleza o preguntas o estados de ánimo en el día a día de la gente que a veces no lo tendría, ¿no? Yo creo que es una forma de hacer penetrar el arte a gente que igual no llegaría. Este es un rostro de una mujer china de Shanghái que vive en Canadá. Y es como si hicieras una fotografía, que fijas un momento de la vida de una persona o fijas un momento de la vida de un material. Porque la madera ha seguido evolucionando, se va rompiendo, se va abriendo, hace esclechas, pero el bronce estabiliza esto y lo deja en un punto exacto. Es una fotografía en el tiempo de un material. Yo creo que por eso ha tenido tanto éxito en la historia de la escultura, porque de alguna forma ha estabilizado una idea, ha creado una botella casi perfecta para transportar este mensaje. Siempre con grafito y lo hago con el dedo, así frotando. Sí. Y después esta ropa la tensamos con 2 varillas de latón, me encanta. Bueno, estoy fascinado con ellos. Tengo más ropa ahora preparada. Así que no es oxidable. Fíjate cuántas posibilidades del mismo material. Alors, nous étions la Mecque du cubisme, mais à côté de cela, nous n'avions pas de tableaux cubistes de Braque et de Picasso, puisque ce sont des tableaux inestimables. Alors, heureusement, grâce aux héritiers Picasso, nous avons maintenant un tableau de Picasso de 1912 qui a été peint à Céret. Et c'est un événement parce que c'est la première fois qu'un tableau de Picasso peint à Céret revient à Céret. Donc pour nous, bien sûr, c'est quelque chose de très important. Et par contre, dans les artistes cubistes de la collection, nous avons Auguste Herbin, dont vous voyez là 2 tableaux. Auguste Herbin est un peintre français qui est né dans le nord de la France, dans la même ville que Matisse, le Cateau-Cambrésis. C'est un homme du Nord et quand il arrive à Céret, il est ébloui par la lumière, par la couleur. C'est un peintre qui a toujours fait beaucoup de recherches, donc bien sûr il est au courant des recherches cubistes de Braque et de Picasso, et il va composer ces tableaux. Les 2 tableaux datent de 1913, qui sont en quelque sorte son interprétation à lui du cubisme, mais un cubisme très coloré, très vif. Et Auguste Herbin va devenir un des grands maîtres de la peinture abstraite française. Son style va sans cesse évoluer, il va devenir un peintre complètement abstrait, mais c'est à Céret qu'il a composé ces tableaux qui sont parmi les plus beaux tableaux du cubisme, en dehors de Braque et de Picasso.
Un tout petit peu dans l'histoire de Céret. Là, nous étions avant la Première Guerre mondiale. Donc, bien sûr, la Première Guerre mondiale marque un temps d'arrêt. Et ici, on est dans une salle importante parce qu'en 1919, arrivent à Céret 3 peintres qui vont vraiment peindre pratiquement uniquement des paysages de Céret. André Masson, donc vous avez ici un très beau paysage, Maurice Coutreuil et bien sûr Chaim Soutine, qui est vraiment le peintre aussi dont le nom est étroitement associé à Céret. C'est un peu comme Braque et Picasso. Nous n'avions pas de tableau de Soutine dans la collection, et grâce au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, nous avons obtenu le prêt de ce paysage de Soutine. Alors Soutine, quand il arrive à Céret en 1919, est un peintre qui n'est pas du tout connu. Les habitants l'ont surnommé le peintre sale. Je ne risque pas de le dire en catalan parce que devant vous j'ai peur. Donc voilà, il est considéré comme cela, et il va peindre entre 1919 et 1921-22 près de 200 tableaux de paysages de Céret, absolument exceptionnels. C'est un peintre qui n'est pas connu, c'est un peintre qui est très tourmenté, c'est un peintre qui ne vit que pour sa peinture, qui est obsédé par sa peinture, et qui va réaliser ici de véritables chefs-d'œuvre. On peut dire que Céret va changer la vie de Soutine, un peu de la même façon que Soutine a changé la vision sur Céret, qui est maintenant célèbre dans le monde entier à travers ses tableaux. Parce que le Dr Barnes, le grand collectionneur de Philadelphie, va venir à Céret, découvrir les paysages de Soutine, et il va acheter 52 tableaux de Soutine, qui sont maintenant exposés à la Fondation Barnes à Philadelphie. Et Soutine va devenir un peintre connu, qui va avoir un tout autre destin. Donc voilà encore une histoire incroyable d'un peintre à Céret. Et puis donc ces merveilleux paysages. Soutine, c'est vraiment le peintre expressionniste par excellence, qui représente peut-être moins un paysage que véritablement une émotion, et qui nous parle de façon très émotionnelle. Moi, je trouve que quand on regarde un paysage de Soutine, c'est un peu comme si on voyait un visage, parce qu'il y a presque autant d'humanité dans ces paysages que dans ces portraits, tellement ce que l'on ressent, c'est vraiment l'intériorité et l'émotion de l'artiste. Donc voilà quelqu'un qui est bien sûr très important pour l'histoire de Céret. Le moment de la Seconde Guerre mondiale, comme Céret bien sûr est très au sud de la France et pas très loin de la frontière, il y a un certain nombre d'artistes qui vont se réfugier à Céret, dont Raoul Dufy. Raoul Dufy qui vient à Céret, qui souffre beaucoup de polyarthrite et qui va être soigné par un docteur de Perpignan, le docteur Nicolot. Donc Dufy va aller vivre à Perpignan, où il va être dans un atelier, il ne sort pas beaucoup parce qu'il est malade, qu'il a mal, et donc il va peindre pas mal de vues de cet atelier de Perpignan. Vous en avez un ici. Vous savez que Dufy travaille beaucoup par série, donc ce tableau fait partie de la série des ateliers. C'est l'atelier de Perpignan, et on voit là toute la façon de travailler de Dufy. Vous voyez, c'est très original comme ce paysage. On se demande s'il est devant ou derrière la fenêtre. Cette façon de mélanger ce qu'il voit et d'autres éléments qu'il imagine, des éléments qui sont en quelque sorte décoratifs, et il mélange tout cela pour créer une vision très poétique. Alors là, nous sommes dans les années de guerre, hein, on est autour de 1940. Aristide Maillol, qui a vécu longtemps entre Paris et la Catalogne, est de plus en plus souvent à Banyuls, dans une maison qu'il aime beaucoup, où il trouve le calme pour travailler. Et c'est l'époque à laquelle il travaille avec son nouveau modèle, Dina Vierny. Et voici une des sculptures réalisées avec pour modèle Dina Vierny, qui deviendra la grande galeriste que l'on connaît, mais qui a été le modèle de tant de peintres et qui a été vraiment le modèle favori de Maillol. Et puis là, derrière moi, vous voyez un autre peintre, Pingus Crémeigne. Crémeigne, c'est un compatriote de Soutine. Ils ont pratiquement la même trajectoire, ils viennent du même endroit. Il y en a un qui est très connu, l'autre non, c'est comme cela.
Nous avons une belle collection de Crémeigne, parce que Crémeigne a fini par s'installer à Céret. Il est venu plusieurs fois, puis à la fin de sa vie, il a acheté une maison, il est mort à Céret. Et on voit là l'évolution, vous voyez, de sa peinture vers plus de lumière, jusqu'au tableau des dernières années. Là, il peint cela dans une maison-atelier qu'il a à Céret. Et vous voyez qu'à la fin de sa vie, c'est vraiment uniquement la lumière qui l'intéresse, la lumière et la couleur. Nous allons continuer. Là, nous sommes maintenant après la guerre. Nous sommes dans les années. Alors, évidemment, là, dans toute cette grande salle, vous allez voir beaucoup d'œuvres de Picasso. Ce n'est plus le Picasso cubiste des années 1911-1913. Nous sommes notamment dans les années pendant lesquelles Picasso découvre la céramique et va devenir un artiste qui va énormément s'intéresser à la céramique dans l'atelier de Madura. Donc là, on est dans les années 50 à peu près, et c'est au cours de ces années que commence à naître l'idée de la création d'un musée. Les tableaux que vous avez autour de la pièce, là, sont des tableaux d'un peintre qui est relativement peu connu, qui s'appelle Pierre Brune. C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, la photo à la table du café avec Picasso. Voilà. C'est Pierre Brune qui a peint ces tableaux, et c'est lui qui va être à l'origine de la création du musée et qui va en être le premier conservateur. Il y a tellement de liens d'amitié entre Pierre Brune et les artistes que Pierre Brune va convaincre Picasso de donner une 50aine d'œuvres pour la création du musée, et va également convaincre Matisse de donner une série de dessins pour la création du musée. Donc vous voyez, ce qui est particulier dans le musée de Céret, c'est que l'on doit tout aux artistes. C'est des histoires d'amitié, les artistes, voilà, ils sont peintres, mais ils sont aussi conservateurs, ils sont donateurs. Toute cette histoire se crée vraiment entre artistes. De la paix. Alors la Sardane de la paix, je pense que pour tous les habitants de Céret, c'est une œuvre que l'on peut qualifier de sentimentale. Picasso revient donc en 1953 à Céret, où il est invité par des organisations d'anciens combattants, et notamment des membres du Parti communiste, puisqu'il est à ce moment-là engagé. Donc il vient, il monte sur les hauteurs de Céret à Fonfrette, c'est là où on le voit avec les jumelles en train de regarder la frontière et de dire « ben non, ma foi, je ne retournerai pas pour l'instant dans mon pays natal ». Et puis il redescend en ville, il est invité à une table du Grand Café. Si ça vous fait plaisir, quand vous sortez du musée, vous tournez à droite et là vous pouvez aller prendre un verre à la même table que Picasso. Il est invité là, et là, les personnes présentes lui disent « mais écoutez maître, faites-nous un dessin ». Et donc Picasso, en quelques minutes, compose ce dessin, La Sardane de la paix, sur une table d'un café de Céret. Alors ça, voilà, c'est une œuvre... C'est pas l'œuvre la plus importante du musée, parce que je pense que les coupelles tauromachiques sont encore plus importantes, mais c'est l'œuvre vraiment sentimentale du lien entre Picasso et Céret. La série des coupelles sur le thème de la tauromachie. Alors, vous savez tous, bien sûr, le lien qu'il y avait entre Picasso et la tauromachie. Il y a une très très grande passion pour la tauromachie. Et donc, Picasso est à Vallauris, il travaille donc à la céramique, mais bien sûr, ce n'est pas lui qui a modelé ces petites coupelles. Vous voyez, ce sont des petites coupelles extrêmement simples, elles sont même un peu irrégulières, il y en a qui sont légèrement plus grandes que d'autres, enfin. L'objet en lui-même n'a pas d'importance. Ce que Picasso va faire, c'est vraiment une œuvre de peintre, là aussi, quand il va décorer l'intérieur de toutes ces coupelles sur le thème de la tauromachie. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'inestimable. Il les réalise en 1953, et donc il les offre quelques mois après. C'est vraiment un cadeau d'artiste. Il vient juste de les faire, et il les offre à son ami Pierre Brune. Ces coupelles sont pour moi très intéressantes parce qu'il y a une grande contradiction entre la modestie de l'objet, c'est des petites coupelles de rien du tout, on pourrait boire son café le matin, c'est vraiment rien du tout, et l'ingéniosité, l'inventivité dont fait preuve Picasso quand on les regarde une par une. Des divisions comme ça en trois, on peut penser à l'œil, à la pupille en train de regarder le spectacle de la corrida, et puis ensuite, il y a tout le jeu de l'ombre et de la lumière qui se déplace jusqu'à vraiment devenir à la fin pratiquement la course du soleil. Donc c'est vraiment une combinaison entre les trois choses, la corrida, l'œil et la lumière du jour qui évolue. Et c'est vraiment d'une inventivité incroyable, et plus on les regarde, plus on voit de choses, et c'est incroyable d'avoir su, dans ces petits objets, renouveler autant que cela la vision. C'est quelque chose de formidable.
Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment, certainement, un des chefs-d'œuvre de la collection du musée. En mettant à chaque fois quelques photographies. Alors là, vous avez par exemple dans les arènes de Céret, avec Picasso bien sûr que vous reconnaissez, voici Pierre Brune, le créateur du musée. Voilà. Évidemment, Picasso a une corrida. Ici, vous avez Picasso, Pierre Brune, la femme de Pierre Brune, et là, Hélène Parmelin et Édouard Pignon. Dans cette salle, nous avons voulu créer quelque chose d'un peu différent, parce que vous voyez que depuis le début, nous cherchons à raconter l'histoire de Céret. Donc nous avons un peu de texte explicatif, nous avons quelques photographies, et c'est vrai que le public est aujourd'hui très demandeur d'explications. Mais à côté de toutes ces explications, de toute cette histoire, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la contemplation. C'est de simplement aussi se laisser aller au bonheur de regarder un tableau. Et ce grand tableau de Chagall est certainement un des tableaux les plus admirés au musée. C'est-à-dire que tout le monde aime ce tableau, tout le monde s'arrête devant ce tableau, qui est vraiment un modèle de poésie pure. Et c'est pour ça que nous avons voulu faire cette salle un peu différente, un peu à part, avec simplement un tableau. Bientôt, il y aura des fauteuils qui ne sont pas encore arrivés, mais qui vont arriver. Et on pourra donc se reposer un peu pendant la visite et simplement bénéficier de la poésie de ce tableau. Chagall fait partie des artistes qui sont venus à Céret. Il est venu en 1928. À l'époque, il travaille aux illustrations des Fables de La Fontaine pour un grand éditeur parisien. Alors ce tableau, bien sûr, est postérieur. C'est un tableau des années 60. Et c'est l'époque pendant laquelle Chagall travaille au plafond de l'Opéra de Paris.
où il a fait une composition très tourbillonnante, où il est question de danse, de musiciens, et on est un peu dans le même esprit, où Chagall se remémore certainement les spectacles musicaux de son enfance, la musique klezmer, etc., toute cette tradition du judaïsme, de fêtes musicales, dansantes. Et donc là, il représente les gens du voyage. Vous voyez, on a l'impression qu'on va danser avec eux, avec ces personnages réels et imaginaires. La couleur qui ne suit pas vraiment les contours, qui va un peu partout. C'est vraiment un tableau qui exprime avant tout la poésie et la liberté. Et voilà, c'est le grand Chagall des années 60. Et on a voulu faire en sorte que les visiteurs puissent là s'arrêter un peu et prendre simplement le temps de regarder et de... Tout moi, c'est un chef dur. Jo mateix soc molt honest. Pero este reparte la luz. Un momento, déjame ver que